Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast des soft skills au travail, ces forces singulières qui font les succès d'un parcours professionnel. À travers un témoignage différent à chaque épisode, Talents Précieux illustre la mise en œuvre des soft skills, autrement appelées compétences comportementales, dans un contexte professionnel. Qu'ils soient entrepreneurs, dirigeants de société, cadres, médecins, enseignants, artistes, religieux, artisans, nous chercherons à savoir quels sont les soft skills tels que l'audace, l'empathie ou la créativité qui permettent aux individus de réussir dans leur contexte professionnel. Nous demanderons également à nos invités si ces compétences qu'ils décrivent sont innées ou si elles peuvent être développées et comment. Enfin, nous partagerons des conseils pour être épanoui et performant dans son travail. Dans l'épisode que vous allez entendre, nous sommes reçus par Vincent Bruno, magicien et fondateur de Magency, une entreprise qui propose un logiciel d'interaction entre un public et un speaker. Vincent nous explique avec simplicité la façon dont la magie s'est imposée à lui et nous dévoile les coulisses de ce métier si particulier. Il nous explique ensuite comment de magicien showman, il est devenu chef d'entreprise et fait un parallèle entre les deux mondes. Vous l'entendrez parler de travail, de rigueur, mais aussi d'audace, d'optimisme et de pragmatisme. Une conversation qui, je l'espère, vous mettra des étoiles plein les yeux, comme ce fut le cas pour nous. Vous trouverez les notes de cet épisode ainsi que les références sur le site humanlx.com, humanlx.com, à la rubrique podcast. Bonne écoute. Je suis Perrine Corvézier. Je suis Amélie Dag. Ensemble, nous avons fondé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Dans cet épisode, nous avons la joie d'accueillir Vincent Bruno, magicien et fondateur de Magency, une entreprise pionnière dans l'industrie émergente des solutions d'interaction. Vincent, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors Vincent, nous aimerions commencer cette conversation en abordant la première phase de ta carrière professionnelle. Tu étais magicien, professionnel. Dans l'imaginaire des autres, les spectateurs ébahis comme moi, on pense que l'on devient magicien car on a toujours voulu l'être depuis l'enfance. Tu nous dis avoir été confronté à la magie très tôt et à plusieurs reprises, comme si la magie s'était imposée à toi. Peux-tu nous raconter ton parcours pour devenir magicien ? Alors, effectivement, je me suis posé cette question-là en plein milieu de ma carrière. Il y a quelques années, je me suis demandé mais pourquoi finalement je suis devenu magicien. Je n'avais jamais vraiment réfléchi à cette question. Et c'est lors d'un TED Talk que j'ai dû préparer il y a 4 ans à Bruxelles. On m'a demandé de raconter un peu mon histoire. Et c'est là où je me suis dit mais je ne sais pas du tout pourquoi je fais ce métier. Et je me suis rendu compte tout simplement que la magie, je n'avais jamais cherché à être magicien. C'est la magie qui était venue me chercher. Donc je me suis dit quand, pourquoi, comment, quelle manière, un petit peu un choc psychologique. Non, je plaisante. Je me suis retrouvé je me suis rendu compte qu'à l'âge de 6 ans, j'étais en colonie de vacances, j'ai dû jouer le rôle d'un magicien sur scène, un peu comme des ancrages de vie qui sont arrivés à moi. Hein. Moi, je ne crois pas du tout au destin, par contre, je crois aux coïncidences. C'est important de le dire pour un magicien. Et je me suis retrouvé à être confronté à la magie donc à l'âge de 6 ans. Ensuite j'ai fait 18 ans de conservatoire en tant que clarinettiste. La musique m'a beaucoup apporté dans la magie, sur la rigueur et sur la technicité, parce que quand on est musicien, j'étais musicien semi-professionnel, donc on a une rigueur qui est assez exigeante. Enfin, il y a beaucoup d'exigences au conservatoire. Et donc, quand j'étais pendant 17 ans de cours de conservatoire, pendant 6 ans, mon prof de clarinette me faisait un tour de magie avant chaque cours de clarinette. Donc, j'étais obligé de regarder le tour de magie avant de commencer mon cours de clarinette. J'aimais bien ça, mais sans plus. Pourquoi est-ce qu'il faisait ça ? Parce qu'il était passionné de magie. Donc, il était super soliste à l'Opéra de Paris. Et sa deuxième passion en sortant de l'opéra, c'était de faire de la magie. Donc, j'avais le droit à des tours. Et je me suis retrouvé donc en doc de sciences après mon bac, et là mon prof de TD était donc prof de TD de maths et accessoirement il était magicien aussi sur ses heures perdues. Donc clarinette, l'âge de 6 ans, je me suis retrouvé ensuite donc en cours de TD à commencer la magie pour le plaisir.
C'est fou, t'as été poursuivi par le sujet. C'est dingue, quoi. 3 personnes différentes qui n'ont rien à voir entre elles et qui te ramènent au sujet. Ça. Exactement, et même pour aller encore plus loin que ça, j'ai vraiment commencé la magie parce que je faisais, comme job d'été en tant qu'étudiant, j'étais animateur de centre de vacances, donc j'ai fait ce qu'on appelle le fameux BAFA qu'on peut faire en France. Et pendant mes vacances, le magicien qui devait donner des cours de magie s'est cassé un bras et on m'a demandé de le remplacer. J'ai dû me former donc je me suis retrouvé plongé dans la magie de l'âge de 6 ans à 20 ans sans jamais vouloir être magicien. Donc c'est venu là, et après mes études, j'ai fait un casting pour la chaîne qui arrive en France à l'époque, qui s'appelle Nickelodeon, Bob l'éponge, pour ceux qui ont des enfants. Et on était une trentaine de magiciens, et je suis le dernier de passer, j'y croyais pas du tout, et j'ai été pris pour être le magicien de cette chaîne. Et je suis parti pendant 2 ans d'émission à faire des tours de magie pour les enfants entre 4, 5 ans et 8 ans. Comment faire un tour de magie avec ce qu'on trouve à la maison. Donc c'était le vrai brief, c'est-à-dire donner la possibilité à les enfants de rentrer à la maison le soir et de bluffer son papa et sa maman. C'était le thème de l'émission. Tu leur as appris le tour de la cuillère qui se tord que tu viens de nous faire? Alors, la cuillère de café, là, non. Je n'aurais pas appris ce tour-là parce que je ne souhaitais pas avoir de problème avec les parents et des cuillères tordues. Voilà. Comment est-ce qu'on apprend des tours de magie? J'imagine que c'est un éternel recommencement, qu'on apprend de ses erreurs, qu'on doit recommencer 1000 fois un tour avant de se l'approprier. La magie, c'est comme tout, ça s'apprend. On a l'impression, je vous rassure, je n'ai pas de pouvoir. Si vous pensiez que j'allais vous dire que j'avais des pouvoirs, je n'en ai pas. Ne soyez pas déçus, un magicien n'a pas de pouvoir. En revanche, effectivement, ça s'apprend. Il y a énormément de techniques, de tours de magie qui ont été créés par des magiciens. Il y a des magiciens qui créent des tours de magie pour les magiciens. Ils font ça toute leur vie. Ils adorent créer pour les magiciens. Il y a des magiciens qui sont plus à faire de la magie pour le public. Donc il y a différents styles de magiciens. On a des collectionneurs de magie comme David Copperfield, qui joue toujours d'ailleurs à Las Vegas actuellement. On a l'impression que c'est un magicien qui est toujours 2 shows par jour au MGM Grand à Las Vegas. Et donc on apprend des tours, et il y a des techniques. C'est comme tout, comme un musicien, il y a des méthodes. Et après, c'est l'interprétation, c'est-à-dire comment je vais interpréter, comment je vais me mettre des tours en pratique. Et ça va être lié à beaucoup de paramètres qui vont être l'environnement, les gens à qui je vais faire ce tour, le timing, les temps forts et les temps faibles. C'est comme une partition. Sauf qu'une partition est plutôt précise, plutôt écrite, avec des ponctuations et des nuances, alors que quand on fait de la magie, on est quand même confronté à des personnes en face de soi et un public, et donc là on peut pas contrôler la réaction qu'on va forcément avoir à tous les tours. Tu as une latitude, du coup, pendant un spectacle, tu peux adapter ton tour en fonction de la réaction du public? Complètement. J'ai travaillé beaucoup sur des arts annexes, j'ai travaillé avec le mime Marceau, j'ai fait beaucoup de ligues françaises d'improvisation, de théâtre, parce que la magie, ça s'apprend en tant que art skills. Après, il y a toute cette partie interprétation. Il y a énormément d'improvisation, puisque déjà, il est possible qu'un tour ne fonctionne pas comme il était prévu. Donc, on a toujours ce qu'on appelle en magie des sorties. On a des sorties, c'est pas des sorties de scène, mais c'est des sorties de... Si le tour fonctionne pas bien, il va falloir aller rebondir sur une autre façon de le faire. Et où qu'on n'a pas forcément la réaction escomptée, on va devoir justement, on prévoit, on a toujours ce qu'on appelle un 1, 2, voire 3, voire 4 temps d'avance dans la magie. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de voir n'est pas du tout là où on est le magicien. Vous avez, donc je vais vous montrer ma main, mais en fait je suis déjà moi 3, 4 temps plus loin en train de préparer ce qui va se passer. Et en fonction de ça, je regarde votre réaction, et ça va me permettre tout simplement de savoir si je vais pouvoir aller dans le sens de ce qui est prévu, ou il va falloir mettre en place ces sorties. Cette partie interprétation, ça demande quoi comme compétence? Alors, moi je me vois encore à l'âge de 17-18 ans en train de trembler dans les cafés à Paris, en train de faire mes tours. J'allais dans un café à Paris qu'on connaît bien quand on est parisien, qui s'appelle Chez Georges. C'est une petite cave à vin rue des Calettes, et c'est parfait parce que c'était beaucoup d'étudiants, c'est jeune, et là je testais mes premiers tours. Et donc forcément, on n'a pas, il y a toute la partie, à un moment quand même, leadership, faut être sûr de ce qu'on fait. On peut très vite être déstabilisé par une personne quand on n'a pas l'habitude, qui va dire mais j'ai vu ce que tu as fait, ou mais pourquoi tu mets ça là. Quelqu'un on va pas justement avoir le leadership, assez de leadership pour driver, pour accompagner le tour. Et le tour, aussi fort soit-il, s'il n'est pas bien accompagné, il va se retrouver très 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 vite fragilisé. Et quand on connaît un peu le process d'un tour de magie de A jusqu'à Z,
L'objectif, c'est de réussir à amener la personne à la faire douter jusqu'à la fin. Et donc, tu crées du doute dans le tour. C'est-à-dire que je vais vous faire croire que vous savez, mais vous ne savez pas, à différentes reprises. Je vais le faire volontairement pour que, au final, votre cerveau, il a cru comprendre, puisque la tour de magie crée une nouvelle réalité, on en parlera tout à l'heure. Vous pensez comprendre, vous pensez savoir, et finalement, vous ne savez pas, vous êtes bluffé, et là, vous avez une émotion qui est la plus forte et la plus intense. Et quand on n'a pas du tout encore je dirais cette pratique, cette expérience, on a tendance à aller très rapidement sur le tour et vouloir aller à ce qu'on appelle réaliser le climax un peu émotionnel. On a un climax fort, qui est la fin du tour, puisqu'un tour, il y a toute une mise en abîme, on n'arrive pas directement sur un effet. Bon là, la cuillère, c'était un tour impromptu, c'est-à-dire qu'il n'était pas préparé. On a posé une cuillère sur la table et j'ai fait un tour de magie avec, c'était la cuillère de votre café. Donc c'est de la magie impromptue. Mais bien évidemment, il y a des routines qui sont toutes prêtes comme une partition. Et c'est justement là où si on n'a pas cet entraînement et ce leadership, on peut très vite se retrouver déstabilisé au cours de la routine avant même d'avoir eu le temps d'arriver à la fin de ce tour. On va peut-être expliquer pour les auditeurs le tour auquel on a assisté avec Perrine là, il y a quelques minutes. Perrine avait une cuillère dans la main et a demandé en blaguant à Vincent s'il voulait bien tordre la cuillère, c'est ça, ce qu'il a fait spontanément. Donc c'était absolument pas préparé et je vous avoue que c'est assez bluffant. Voilà. Je voudrais revenir sur le climax provoqué chez le spectateur. Qu'est-ce que toi, en tant que magicien, tu cherches à générer comme émotion, comme impact? Tu as beaucoup parlé quand on préparait cette conversation d'impact. Alors oui, parce que un magicien, et c'est intéressant, on verra après dans le milieu de l'entreprise comment ça se passe, finalement, un magicien est un générateur d'effets. Si je devais résumer ce que j'ai été, ce que je suis, je sais ce que c'est que de créer un effet. Voilà, la cuillère en est l'exemple de manière très très impromptue. D'ailleurs, la magie impromptue comme ça, est la plus forte, puisque quand quelqu'un vous demande quelque chose, si je vous demande, tout d'un coup, je vous demande de faire voler mon micro et que je vous le fais instantanément, c'est une réalité qui est peu commune, puisque vous n'avez pas l'habitude de le voir tous les matins en prenant votre petit déjeuner dans la cuisine. Donc c'est là où la magie devient intéressante. On va revenir à l'impact, mais juste avant de parler de l'impact et de l'effet, c'est peut-être intéressant de comprendre très rapidement comment ça fonctionne dans le cerveau. Alors moi, je ne suis pas du tout expert je ne suis pas cogniticien, mais je me suis quand même intéressé un petit peu à comment ça fonctionnait. La magie, tout simplement, ça crée une nouvelle réalité qui est peu commune, qu'on n'a pas l'habitude d'analyser, tout simplement. Une cuillère, vous savez ce que c'est. On a tous utilisé une cuillère, mais en revanche, vous n'avez pas l'habitude de voir une cuillère se tordre instantanément. Et c'est là où votre cerveau ne comprend pas ce qui se passe. On lui donne une information qu'il ne comprend pas. Ça crée une nouvelle réalité qui est peu commune. Et donc, ça crée de la surprise. Ça crée la surprise. Ça crée une émotion. Et cette émotion, qui est le tour de magie, se décompose en 3 choses très simples. C'est de la surprise, de la joie et de l'intérêt. Donc voilà, ce sont les 3 émotions créées par un tour de magie dans 98% des cas. Donc je vais créer un effet de magie, un impact émotionnel fort. Donc c'est un processus émotionnel au final. Et qu'est-ce que je vais ressentir? De la joie, de l'intérêt, de la surprise, un petit peu parfois aussi je peux avoir d'autres émotions, mais principalement ce sont les émotions qui vont ressortir. On va créer donc un tour de magie va créer un impact fort sur un spectateur, et donc principalement va créer une émotion positive. Oui, la notion de positive était intéressante parce que un tour de magie, un magicien est là pour générer du positif, du beau, du bonheur, de la joie, systématiquement, ou est-ce que parfois un tour de magie peut être sombre, ou est-ce que ça, c'est pas de la magie? C'est intéressant parce que j'ai certains tours de magie. J'ai un tour de magie où normalement on n'explique jamais un tour de magie avant de le faire, mais là, je vais le faire parce qu'on est quand même derrière un micro. Il y a un tour de magie qui permet, on transforme un jeu de cartes en bloc de glace. Voilà. Ce tour-là, je l'ai fait des centaines et des milliers de fois. De nombreux magiciens le font aussi. On se retrouve donc un jeu de cartes, je le pose dans votre main et d'un coup, il se transforme en bloc de glace. Et les gens se disent, c'est pas possible, c'est incroyable, c'est quelque chose d'assez bluffant. Et une fois, il m'est arrivé dans un restaurant de le faire à une personne et la personne s'est mise à pleurer. D'un coup, j'étais très, très, très surpris. L'effet va clairement impacter les gens différemment. Donc, pourquoi? Parce qu'on a tous une perception de la réalité qui est différente, tout simplement. Certains tours, quand on va faire disparaître, apparaître, transformer, bien sûr, les classiques de la magie, on va avoir à peu près, pour la plupart des gens, une perception très commune, mais il arrive que certaines personnes aient des perceptions différentes. Mais toi, tu cherches à créer des émotions positives? Moi, je cherche à créer des émotions positives et c'est ce que je cherche à faire aussi avec ce que je fais dans l'entrepreneuriat, on en parlera plus tard. Donc, mon objectif est de créer des émotions positives.
Est-ce que les tours que tu as appris, tu les as appris seul, ou est-ce que tu les as appris avec des professeurs ou avec un mentor ou en collectif? Alors, un peu des trois. J'ai eu des mentors, différents mentors dans la magie qui m'ont aussi bien accompagné dans la magie de close-up, de proximité, comme sur scène, et qui m'ont influencé. Après, j'ai suivi des magiciens. Je me suis intéressé à des magiciens qui avaient une carrière assez incroyable et je me suis inspiré. Il y a énormément de tours, de vidéos, de choses qui ont été produites sur la magie. Maintenant, si je vous parle des cartes, il doit exister des millions de techniques de cartes qui sont rédigées. Certains tours, bien sûr, ne sont pas expliqués. Donc, vous allez rencontrer des magiciens qui ne vont pas publier leurs tours. Contrairement à la médecine, où dès qu'un chercheur va trouver une formule pour soigner une maladie, un magicien, lui, ne va pas forcément la publier. Il va dire, tiens, ça c'est super. Soit je la publie et je la vends au magicien à un certain prix, soit je peux la garder pendant 25 ans. Donc moi, j'ai des tours dans ma poche. On doit être 2 ou 3 à les faire dans le monde. Je ne les ai pas forcément créés, mais en revanche, je sais que je n'ai pas le droit de les diffuser. Voilà, il y a quand même ce côté, le secret est toujours là. Moi, parfois, je trouve ça un petit peu dommage parce que je pense que la communauté, la magie devrait encore plus s'enrichir. Mais avec les nouvelles technologies, on se rend compte qu'aujourd'hui, dès qu'un tour sort en Chine, il est très vite accessible en France. Enfin, on a quand même la chance aujourd'hui avec Internet de pouvoir avoir accès à l'information. Oui, l'impact du digital, c'est intéressant qu'on en discute un petit peu. Effectivement, on trouve sur YouTube les coulisses des tours de magie, voire des tours de magie expliqués. Donc ça, c'est peut-être négatif pour ton métier, c'est peut-être un impact négatif, ou est-ce que c'est un moyen d'apprendre pour les jeunes ou... Pour moi, c'est quelque chose de très positif parce qu'il y a tellement de tours, justement, ça va pousser les magiciens à se renouveler. Moi, ça fait par exemple maintenant 4-5 ans, on est un peu les premiers en France à avoir rapporté de la magie digitale, à avoir combiné, à avoir mélangé. 2011, l'iPad 2 est sorti, hein, Steve Jobs a annoncé ça en 2011, on a acheté les iPads, on s'est dit ok, comment on fait pour mélanger de la magie et de la technologie? On faisait ça sur Roland Garros à l'époque, on le fait toujours d'ailleurs. On s'est dit comment prendre un iPad et changer de format, changer de support. Arrêtons les cartes à jouer, arrêtons les stylos, les balles éponges et les cuillères, et essayons de disrupter le format de la magie. Et donc pour moi, la technologie apporte de nouveaux supports, apporte donc qu'une partie de ces tours soit expliquée. Pour moi, je peux vous expliquer un tour, je peux vous le refaire avec une interprétation différente et vous n'allez pas le comprendre. Donc c'est vraiment la mise en scène, l'interprétation et la façon dont on va amener le tour qui peut faire en sorte que finalement on n'a pas cette impression de déjà vu. Et qu'est-ce qu'elle apporte, la technologie, dans la magie? Plus d'étonnement, de surprise, etc. Ou c'est autre chose? C'est une question difficile. C'est une question difficile parce qu'on pourrait se dire que la magie, la technologie apporte une autre dimension. C'est vrai, elle apporte un effet de nouveauté. Mais vous allez faire un tour sur un iPad fort et juste après ça, vous allez refaire un tour de cartes et la personne va être autant bluffée. Donc finalement, vous dites le résultat de l'effet est le même. Le support change, mais on fait la même chose. Donc pendant longtemps, je me suis dit, ok, c'est fini, tout ce qui est cartes, c'est has-been. Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'est juste un support qui est différent, qui vit avec son temps, qui évolue, mais l'impact, la réalité, l'effet qui est créé pour la personne en face reste exactement identique à l'original. Peut-être parce qu'on revient à l'interprétation, peut-être parce que l'interprétation, elle est le talent ou vos soft skills, justement, que ce soit digital ou pas digital, elle reste là. Donc c'est peut-être ça qui fait la différence. Ouais. Oui, alors d'une part, mais après je pense que la technologie va permettre de rendre certaines choses peut-être plus subtiles en magie. Voilà, il y a beaucoup de subtilité dans la magie, d'ailleurs on parle de subtilité. Tiens, justement, un tour expliqué sur Internet, je vais vous le refaire, mais je vais avoir des subtilités qui vont faire en sorte, et c'est pas de l'interprétation, c'est vraiment des subtilités, des hard skills techniques, j'ai des petites subtilités qui vont faire que psychologiquement je vais pouvoir faire en sorte que vous ne compreniez pas l'effet. Donc finalement, avec ces subtilités-là, tu es amené à créer plein de versions de tours de magie et à être créateur de magie quasiment systématiquement. Un bon magicien, c'est un magicien qui s'approprie les tours et qui les crée pour lui. Exactement. Il y a énormément de versions et d'interprétations de tours. Pour moi, c'est ce qui fait vraiment la différence entre un très bon magicien et un magicien peut-être moins bon, plus amateur. Ça va être la présentation et les subtilités de présentation. Et c'est là où il y a vraiment des secrets. Et ça ne s'apprend qu'en pratique, qu'en le faisant à des gens. J'étais encore à New York il y a 3 jours pour le boulot, mais je vais toujours dans un magasin de magie qui s'appelle Tannen's Magic, qui existe depuis 1925,
Donc c'est un magasin comme qui a quelques années, qui est caché, introuvable à New York si je ne vous donne pas l'adresse. Et là, vous avez une toute petite pièce avec les meilleurs magiciens new-yorkais, américains qui viennent là-bas. Et j'ai un magicien qui s'appelle Magic Ballet, qui est un magicien de bar, qui fait de la musique dans les bars aux États-Unis, mais qui est assez connu. Et je l'ai vu devant moi je l'ai vu quelques heures. Et il reprenait un tas de classiques, mais avec sa façon de le faire, c'était bluffant. Il m'a rebluffé sur des choses. Je me suis dit, il m'a donné plein de tips dans sa façon de présenter. Je me suis dit, mais c'est très astucieux, c'est malin, et le tour, je le connais en soi. Et malgré tout, ça fait 15 ans que je fais de la magie, il m'a bluffé non pas par le tour, mais par l'approche et ses subtilités. Est-ce que toi aussi, tu as transmis ta magie à d'autres? Est-ce que tu es mentor de jeunes? Est-ce que tu as accompagné des jeunes dans leur progression de magie? Alors, je sais qu'avec les émissions de télé, j'ai plein de gens qui m'ont écrit pour me dire « Ah, ça m'a donné envie de faire de la magie ». Donc, quand on a un média, forcément, ça donne envie. Après, j'avais une émission sur France 3 qui s'appelait La Grande Illusion pendant 4 ans où on a quand même fait 5 prime time de caméra cachée. Donc, on a influencé, on a amené un petit peu, on a remodernisé un petit peu la magie à la télévision. J'essaie toujours quand les gens viennent me voir et me demandent d'apprendre la magie, j'essaie de leur donner des pistes et leur dire commence par ça et ça, et je vois ensuite si derrière ils accrochent déjà sur des bases, parce que ça sert à rien. Beaucoup de personnes viennent pour cette envie de faire de la magie, mais plus pour comprendre les tours, et on a plus envie de comprendre comment ça fonctionne finalement que de l'apprendre. Et je leur dis, si je te dévoile tous les tours de magie, déjà je peux pas, je suis magicien, mais ça va juste te décevoir sur l'émotion que tu as vécue en les regardant. Donc je donne des pistes, j'oriente, et en fonction de la motivation, après on passe au next step. Mais oui, bien sûr, on devient magicien en rencontrant un magicien, hein, enfin, clairement. C'est pas quelque chose que vous allez apprendre en vous mettant sur un tutoriel ou même en vous mettant sur un. Il y a pas de. Malheureusement, on peut pas aller à Poudlard. Harry Potter, c'est que dans les dessins animés. Donc il n'y a pas de BTS magie non plus. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut se lancer? C'est quoi le conseil numéro 1 que tu lui donnerais? Dans la magie, je lui dirais que rien n'est impossible, que c'est vraiment un parcours qui est très très enrichissant, qui est difficile, parce que quand moi j'ai annoncé à ma mère à l'âge de 20 ans que j'allais être magicien, elle m'a regardé avec des grands yeux, c'était compliqué de lui expliquer. Je voulais déjà être musicien avant, donc elle a cru que je me redemandais, j'allais lui dire que je voulais encore être musicien, mais en fait non, je lui ai dit non, il faut juste changer une lettre, c'est quelques lettres. Non, je pense que c'est un métier qui est très intéressant, mais le seul conseil que je donnerais peut-être, c'est de ne pas rester focus que sur les faits, sur la magie, mais de s'ouvrir à d'autres arts annexes, du théâtre, du mime, l'improvisation, et même autre chose qu'un milieu artistique. Je pense que de comprendre un petit peu, de faire autre chose que de la magie, ça permet aussi de se construire une vision un peu plus large. Voilà. Merci. J'aimerais qu'on parle maintenant de la deuxième partie de ta carrière. De magicien, tu es devenu entrepreneur. Tu as créé Magency. Donc dans Magency, on entend magie. Est-ce que tu peux nous dire ce que fait Magency? Alors, Magency, c'est un outil, c'est une solution SaaS. Alors, c'est un peu technique, hein. SaaS, ça veut dire Service as a Software. Donc, c'est un logiciel. Aujourd'hui, on parle tous du cloud. Donc, voilà, je pense que tout le monde est familiarisé avec le cloud. C'est un logiciel en ligne. On peut s'y connecter. Et tout simplement, ça permet d'interagir et de communiquer en temps réel. Donc, sur tout format de réunion, d'émission, tout format de réunion, de formation, d'événements, de séminaires. On peut interagir en temps réel avec le speaker sur scène ou lors de petites formations ou de petites réunions. Donc c'est vraiment un outil, un logiciel de communication et d'interaction. Qui est destiné aux entreprises, c'est ça, essentiellement? Destiné principalement aux organisateurs d'événements, aux entreprises, aux centres de formation, aux écoles, aux universités, puisque même dans un amphithéâtre de 300 étudiants, on a besoin d'interagir en temps réel. Donc c'est très très large comme scope d'intervention. D'accord. Comment on passe de la magie à la création d'entreprises dans la techno? Alors, en 2011, j'en parlais tout à l'heure, c'était un peu le début des tablettes. Hein. On n'avait même pas l'iPad 2 sorti avec la petite caméra, on ne pouvait même pas prendre des photos en 2011. Moi, je cherchais un outil pour interagir avec mon public. Donc, c'est quand même parti d'une idée. Je me suis dit, bon, je suis magicien, je suis sur scène, je fais des shows devant 200 à 2-3 000 personnes. Et j'ai aucun moyen d'interagir avec eux finalement. Ils sont assis sur leur fauteuil, j'ai pas de communication, c'est interactif certes, mais j'ai pas de moyen d'interagir. Et j'ai eu une première opportunité à l'époque. Je créais des shows de magie pour une grande entreprise automobile. Et ils cherchaient aussi un outil lors de leur formation pour faire interagir
les personnes, voir s'il y avait une bonne prise de connaissance pendant les formations. Et donc, je me suis dit, c'est l'occasion de créer un premier logiciel permettant de faire ça. Donc, c'est vraiment parti d'une idée que j'avais en tant que magicien. J'aimais le côté effet, j'aimais le côté wow. Donc, je me suis dit, comment créer un outil permettant, je pourrais me connecter avec les gens. Il n'y a rien de plus fort que ça serait un tour de magie un peu géant, où je pourrais me connecter en temps réel avec 200, 300 personnes. Et je me suis dit, l'opportunité était là. J'avais ce groupe automobile qui cherchait une solution. Et je me suis dit, c'est parti, développons cet outil. Donc tu es à 100% là-dessus maintenant, c'est ça? Ou tu continues à être magicien? Alors, j'ai plus le temps d'être magicien. Alors, on est toujours magicien. Je suis toujours magicien. Sinon, cette cuillère ne se... Voilà. Je n'ai juste plus le temps de faire des shows. Je le fais plus dans le cadre de mes conférences aujourd'hui où j'utilise la magie, mais subtilement pour démontrer des concepts, pour expliquer ce que c'est que de capter l'attention. Voilà, j'ai une conférence dans 2 semaines en anglais où je vais expliquer ce que c'est que de capter l'attention dans l'entreprise. On a tous des entreprises, on a tous besoin d'avoir une stratégie de l'effet, on a tous besoin de voir les choses différemment, on a tous besoin de penser différemment, on a tous besoin d'innover. C'est pour ça qu'il y a tout ce qui est open innovation aujourd'hui dans les entreprises, tous ces départements qui se créent. On a tous besoin d'amener ça. Donc aujourd'hui, je fais 100%, je suis donc founder and CEO de mon entreprise. Tu nous disais tout à l'heure une chose très intéressante sur le fait de développer une équipe. Et le changement du coup de perspective. En tant que magicien, tu étais la personne centrale du dispositif, alors que là, en tant que chef d'entreprise, c'est peut-être toi qui es au service de ton équipe. Il est vrai que c'était un très gros changement pour moi, puisque je me suis retrouvé, j'ai quand même une carrière de magicien pendant 8 ans, un peu partout. J'ai travaillé dans une 50aine de pays en tant que magicien quand même, dont Las Vegas. Et d'un coup, je me suis retrouvé de magicien à chef d'entreprise où on a une équipe. Et effectivement, en tant que magicien, j'avais des costumières, des constructeurs de tricks. J'avais plein de consultants qui m'aidaient, des ferronniers. Je me suis fait mouler le corps de la tête aux pieds une dizaine de fois pour faire des prototypes. On touche à plein de corps de métier, mais tout le monde va travailler dans l'objectif unique que le tour se réalise bien et que le performeur réalise ce tour parfaitement. Donc il y a à côté quelque chose de très quand même centré sur soi, il faut le dire. Et l'entreprise, c'est complètement différent puisque finalement il faut porter une vision. On a une vision la vision d'un magicien, c'est de réaliser son illusion. La vision d'un chef d'entreprise, c'est de la diffuser auprès de ses collaborateurs, qu'ils puissent la comprendre et de les amener, justement, les accompagner pour exécuter cette vision tous ensemble, quoi. Donc, on est sur un travail qui est complètement opposé. En tout cas, le résultat est complètement opposé. La remise en question est complètement différente, puisqu'un magicien, il va réussir ou pas son tour et il sera le seul finalement en scène. Alors, il aura une équipe derrière lui. En revanche, l'entreprise, c'est pas le CEO qui est le seul centre d'attention de l'entreprise, c'est toute l'équipe, c'est toute l'entreprise qui doit avancer ensemble et qui porte les valeurs de l'entreprise, le projet de l'entreprise. Et donc, ça a été pour moi une expérience complètement différente dans des corps de métier que je ne connaissais pas du tout, c'est-à-dire le développement de logiciels, le marketing, la communication, la stratégie, la finance, tous les départements, l'innovation. Tout ce qu'on va rencontrer dans les levées de fonds, tout l'écosystème d'une start-up aujourd'hui qui est quand même finalement assez riche. Mais du coup, comment est-ce que tu vas affronter ces nouveaux défis, de nouveaux sujets que tu maîtrisais pas? Sur quoi tu vas t'appuyer pour savoir comment mener une levée de fonds, savoir comment communiquer, comment savoir équilibrer financièrement ta société, etc. Pendant 5 ans, là, ça a été déjà beaucoup de lectures. Je suis un abonné à Kindle. Donc dès que j'entends un sujet que je ne sais pas, je vais acheter 2 bouquins sur Kindle et je les ai toujours dans ma poche comme ça. C'est la bonne nouvelle, c'est que je sais que sur mon Kindle, je peux transporter avec moi une bibliothèque. Toujours lire, sa culture, apprendre beaucoup de choses sur des sujets qui sont nouveaux. Beaucoup de communication aussi avec les gens, finalement. Parler des choses autour de soi, c'est quand même être curieux, puisque finalement, on n'a pas le choix. Être très curieux. Essayer de ne pas faire d'impasse, parce qu'il y a souvent des sujets, on n'a pas envie de s'y intéresser. Donc, quand il y a trop de sujets, on dit, cette personne-là, elle est responsable de ça. Finalement,
J'ai pas tellement à apprendre de ça. Et ça, je pense que c'est une erreur, puisque quand on est le CEO d'une entreprise, on se doit de tout ce qui est leadership, ownership, on se doit d'être responsable de toute la chaîne de valeur. Finalement, on doit comprendre ce qui se passe du début jusqu'à la fin. Et quand on n'a pas forcément les compétences dans tous les domaines, on va très facilement faire des impasses et se dire que ça roule d'un côté et pas forcément regarder ce qui se passe. Donc, j'ai eu quelques mentors aussi qui m'ont finalement, on se rend compte que avoir des personnes qui ont vécu ça déjà, qui ont eu d'autres entreprises. Donc j'ai des personnes qui m'ont quand même aidé à avancer, à réfléchir. Et j'en ai toujours besoin. On n'est jamais arrivé. C'est comme un chemin qui est très long, puisque on itère, on pivote. C'est un peu tous les termes d'une start-up. On pivote dans son modèle, on itère constamment son produit, son logiciel, il évolue, il change, il n'y a pas de perfection. Dans ce domaine-là, les technologies évoluent. En 5 ans, ça évolue énormément. Il y a 5 ans, il n'y avait personne, il n'y avait pas de device dans l'entreprise. Aujourd'hui, tout le monde a son iPad, son iPhone. Alors, il s'est passé que 5 ans, c'est pas grand-chose. Donc, il faut continuellement apprendre. Et je pense qu'il n'y a pas de CEO. Je lisais un bouquin de Ben Horowitz, un peu connu, son bouquin, c'est The Hard Things About the Hard Things, où il parle c'est un multi-serial entrepreneur aux États-Unis, et il explique tous les échecs qu'il a vécu. On se retrouve souvent dans ce bouquin, parce que tous les entrepreneurs qui l'ont lu, moi je le recommande, parce qu'il explique que finalement parfois on peut même se retrouver dans un projet, dans un endroit où on se dit c'est la fin, c'est fini, et il dit mais c'est normal, si vous n'êtes pas bien à un moment et que c'est très dur, acceptez-le, et ça fait partie vous faites de l'innovation, quoi. Vous n'avez pas décidé de monter une boîte qui vend des chaises ou des tables. J'ai rien contre les gens qui font ça, et où finalement votre production est très, vous avez une vraie visibilité sur votre productivité. Comment l'innovation, il y a quand même des facteurs qu'on ne peut pas contrôler. Tu parlais d'itération dans la techno pour développer ton logiciel, qui est un peu comme ce que tu as eu comme expérience sur les tours de magie. Comment est-ce que justement tu abordes l'apprentissage par l'itération ? Est-ce que c'est un sujet qui est facile pour toi ? Pour moi, c'est un sujet qui me parle beaucoup, parce qu'en tant que musicien, pendant 15 ans au conservatoire, je ne faisais que répéter. Quand j'étais en terminale, je faisais quand même 6 heures, j'étais en lycée horaire aménagé, je faisais 6 heures de clarinette par jour. Donc c'est que l'itération et de la répétition constante quand on travaille une partition. Vous pouvez passer parfois 1 heure sur 2 mesures, parce que techniquement c'est difficile. Dans la magie, c'est la même chose. Un tour se répète. Il y a les techniques de cartes qui demandent l'itération constante, de la répétition et de l'itération constante pour les améliorer, pour les changer, pour les façonner à votre main. Et c'est là aussi il y a l'itération. Et dans le software, finalement, le processus reste le même. J'ai pas l'impression d'avoir changé de métier, finalement, en disant j'ai toujours les mêmes moyens, je le fais juste différemment. Dans le logiciel, c'est exactement la même chose. On va avoir un code source, on va avoir une finalité, et on va avoir une intention forte, et constamment affiner cette intention, affiner le logiciel pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc d'une manière ou d'une autre, ce principe d'itération, pour moi, j'ai toujours vécu ça dans les activités que j'ai eues. Est-ce que tu peux nous parler du premier succès professionnel qui te vient à l'esprit ? C'est pas forcément un énorme truc, c'est ce que tu as là en tête. En tant que chef d'entreprise, ça a été en 2011. On a donc ce grand groupe automobile qui lançait une voiture électrique à l'époque. C'était sa première voiture électrique, donc c'était quand même quelque chose de fort et d'important. Et ils avaient invité donc 10 000 vendeurs en Espagne. Et donc on a eu 4 mois pour relever ce défi, créer une application qui tournait sur 500 tablettes. Donc à l'époque, ça avait été un défi énorme, puisque en 2011, trouver des développeurs iOS sur iPad, c'était introuvable en France. Donc j'ai dû à l'époque développer ça en Chine. J'ai trouvé des anciens collègues qui étaient avec moi à la fac, qui travaillaient dans une start-up à Shanghai, et qui m'ont développé le logiciel. Et donc il a fallu développer ce logiciel et le faire fonctionner. Puis on avait 10 000 personnes sur un événement qui a duré quand même 3 mois, qui tous les jours étaient plus impressionnés par l'iPad en soi, par la tablette, que par le logiciel, parce que c'était nouveau. Mais c'était un vrai challenge, et j'en suis assez fier, puisqu'à l'époque, avec peu de moyens, finalement, on a réussi à, comme on en parlait tout à l'heure, ce que disait Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Je ne savais pas que c'était impossible. Aujourd'hui, avec un peu de recul, je me rends compte que j'ai pris beaucoup de risques sur cet événement, mais on l'a fait, et c'est ça qui était important. Qu'est-ce qui t'a porté pour réussir ? C'est quoi les qualités chez toi qui t'ont amené à ce succès-là ? Mais avec un peu de recul aujourd'hui, je me rends compte que dans la magie, rien n'est impossible.
Donc c'est vraiment un mojo. J'ai pas de barrière. Si vous me demandez là de faire léviter cette table, je ne serais pas capable de le faire maintenant parce que je n'ai pas les pouvoirs pour. Mais je serais capable de vous le proposer de le faire. Donc un magicien doit constamment créer l'impossible. Il doit créer quelque chose qui n'est pas possible aux yeux d'une personne. Donc c'est un mode de pensée qui fait qu'on se projette toujours dans la réalisation d'une illusion. Et donc, alors on dit illusion, c'est pas que c'est illusoire en soi, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas réel. Donc finalement, dans l'entreprise, pour moi, c'était un petit peu la détermination de se dire l'audace et la détermination et de se dire que rien n'est impossible, qui pour moi ont été des facteurs déterminants pour me dire mais il y a toujours une méthode, il y a toujours une possibilité. C'est toujours possible en fait. D'une manière ou d'une autre, pour moi, il y a toujours un moyen de faire les choses. Voilà. Et je pense que ça peut paraître un petit peu, on pourrait se dire, utopique de penser comme ça, mais c'est la façon dont j'ai toujours pensé. Et puis quand on met un petit peu de rationnel et d'analytique, alors c'est vrai que j'avais peut-être pas assez d'analyse et d'analytique à l'époque, mais plus on met de l'analytique et du relationnel avec une façon de penser finalement où tout est impossible, je pense que ça permet de faire un bon cocktail intéressant pour entreprendre. Donc j'ai entendu audace, optimisme et pragmatisme, c'est ça ? Exactement. Et j'imagine que c'est un super moyen d'embarquer des équipes, avoir un chef à la tête de l'entreprise qui croit que tout est possible. C'est un merveilleux sillon dans lequel s'engouffrer. Alors, c'est un merveilleux sillon. C'est vrai que ce qui est difficile, c'est comme je le disais, quand on est magicien et qu'on a beaucoup d'audace, d'optimisme, on le fait pour soi. Quand on a une équipe, parfois, on va peut-être trop vite. Donc, il faut faire attention d'être sûr que on a bien raccroché tous les wagons au cœur de l'entreprise, que la vision est claire, que la stratégie est claire. On a peut-être tendance à, quand on veut réaliser l'impossible, à se disperser aussi, parce que tout est possible, d'une certaine manière. Donc, ça veut dire qu'il faut se recentrer et aller là où on a le plus de chances de réussir. Est-ce que tes équipes ont une compétence commune ? Est-ce que dans ton entreprise, elles ont, je sais pas, est-ce que c'est tous des audacieux ou est-ce que c'est tous des optimistes ou des pragmatiques ? En tout cas, je dirais que dans les personnes les plus performantes dans l'entreprise, une chose en commun, c'est qu'elles ont vraiment envie de se challenger et de se dépasser. Je pense que ça se raccroche à l'audace et à l'impossible et à l'optimisme, dans le sens où déjà quand on vient dans une petite start-up qui fait de la tech, dans une PME, qu'on a envie d'être dans l'innovation, moi je leur dis, même aux stagiaires qui viennent chez moi, je dis t'es pas stagiaire ici, t'as une responsabilité, t'es là pour apprendre et pour te challenger à fond et apprendre à fond. Donc je vais pas, pour moi il n'y a pas de stagiaire ou ah bah je suis junior, oui. Techniquement, sur papier, tu es junior et tu as beaucoup à apprendre, mais il va falloir que tu te challenges. Comme je leur dis, Mark Zuckerberg, il a créé Facebook, il avait 24 ans. Il n'y a pas de date ni de limite dans l'âge de qui on est, de ce qu'on fait. Et c'est vrai que parfois, on a toutes ces barrières limitantes qui nous empêchent d'aller plus vite que ce qu'on pourrait. Et ce n'est pas une question de rapidité, je pense. C'est une question de limitation. On est notre propre limite, hein, finalement. Chacun a sa propre limite. Et donc, ce que j'essaie, en tout cas, en entreprise, c'est d'enlever au maximum, de gommer au maximum ses limites et de donner la possibilité aux collaborateurs d'avancer à leur rythme et de se challenger, de se sentir libre de le faire en tout cas. Comment est-ce que tu détectes cette posture ou ce savoir-être chez tes futurs collaborateurs ? Tu arrives à le détecter en amont ? On sait tous que le recrutement est une chose très difficile et on a tous eu des réussites comme des échecs. Et c'est vrai que personnellement, je suis très orienté, de par mon parcours, vers les soft skills sur le recrutement. C'est important de regarder le côté structure, qu'est-ce que j'ai appris à l'école, d'où je viens, mais c'est vraiment pas ce que je regarde prioritairement moi sur un CV. Par exemple, quand je regarde les profils qui jouent, je vois ça, je parle de ça parce que j'ai plein de personnes qui jouent au foot. On a un petit club de foot dans l'entreprise. Moi, je ne joue pas au foot, mais je vois quelqu'un qui joue au foot. Par exemple, je vois que c'est quelqu'un qui va s'intégrer dans quelque chose de sportif, de collectif. J'aime bien regarder la partie artistique. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est intéressé à autre chose ? J'aime bien les parcours un petit peu, voilà, les gens qui ont voyagé, les parcours divers, variés, qui ont fait autre chose. C'est vrai que moi, je regarde toute cette partie un petit peu plus personnelle. J'aime bien discuter avec les gens. Donc, c'est vrai que c'est une qualité, je pense, comme un défaut, parce que c'est aussi important de regarder la partie plutôt après corps, compétences, c'est ce qu'on fait. Mais de mon côté, je dois l'avouer, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment dans le recrutement, c'est de regarder toute cette partie un petit peu expérience personnelle.
Et quand tu fais passer des entretiens, est-ce que tu as des questions particulières? Comment tu décèles ça? Parce que sur un CV, je peux marquer ce que je veux. Je fais du foot, si tu veux. Comment tu arrives à déceler ça en entretien? Moi, sur mes questions, j'essaie de poser beaucoup de questions sur le ressenti, sur les choses. Donc, je vais leur dire, voilà, et ça, si je te dis ça, qu'est-ce que ça évoque chez toi? Pour moi, c'est très important le ressenti. Donc, je vais vraiment être plus sur quelque chose de personnel, sur le ressenti de ce que les gens vont pouvoir ressentir des choses, pas trop sur ce qu'ils pensent, ou j'aime bien qu'ils me racontent des choses, ah tiens, t'as vécu ça, ou même rebondir sur une expérience qu'ils ont eue, ah t'as vécu cette expérience-là, et ça, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment les personnes peuvent analyser leur propre expérience et ce que ça leur a apporté. C'est ça qui m'intéresse le plus, puisque je pense que c'est à partir de là où je vais pouvoir me dire, tiens, qu'est-ce que nous, on va pouvoir apporter à cette personne, comment elle va pouvoir aussi grandir avec nous, et où est-ce qu'on va pouvoir créer du lien ensemble. À quoi ressemble le futur de Magency dont tu rêves là? L'impossible auquel tu rêves aujourd'hui? Aujourd'hui, le futur de l'entreprise est en train de se diriger vers vraiment le milieu du software, l'édition logicielle et du SaaS, où il y a beaucoup de règles et de contraintes. Aujourd'hui, on l'a bien vu encore avec toutes les normes sur les datas il y a quelques semaines. Nous, notre objectif, c'est de devenir vraiment un outil simple, le plus simple possible, pour faciliter l'échange, la communication entre les gens. Donc on a envie vraiment de devenir une référence dans ce domaine-là, c'est-à-dire un outil d'aide vraiment à la communication, à l'interaction, que ce soit je suis à l'école, j'arrive dans un hôtel, dans une salle de réunion, dans une salle de spectacle, j'utilise l'outil, l'outil est là, je me connecte et en 2 secondes, je vais pouvoir donner mon avis, être écouté, être entendu, partager, collaborer avec d'autres personnes. Donc on est vraiment... On a envie de s'interconnecter dans plein de systèmes existants pour être ce facilitateur. Donc on est vraiment un facilitateur. On ne veut pas révolutionner la communication entre les gens. Ce qu'on veut, nous, c'est vraiment faciliter l'échange et le partage. Donc c'est la technologie au service de la communication et au service de l'humain. C'est exactement ça. La technologie au service de l'humain. C'est exactement notre prochaine tagline qu'on est en train de revoir. L'interaction, c'est l'interaction entre les humains. C'est exactement ça. Vincent, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais partager avec nous? Je vais vous faire un tour de magie, mais on ne pourra pas le montrer, on ne pourra pas malheureusement l'entendre. Non, on essaiera de vous le décrire. On va lancer des vidéos bientôt, je crois. Voilà. Non, je plaisante. Merci beaucoup. Si nos auditeurs s'intéressent à Magency ou à toi, où est-ce qu'ils peuvent trouver des informations? Un site internet, j'imagine. Oui, on a magency.me ou sparkup.app à partir de septembre. Merci. Un grand merci. Merci pour cette conversation. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Talent Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. HLX conçoit et met en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans le monde du travail du XXIe siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com, humanlx.com, ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt.